Merci beaucoup, Élise Ricada, d'être là pour cette introduction et puis pour ces premiers questionnements. J'intercalerai des éléments de réponse dans ma présentation. Avant cela, je remercie vivement la professeure Fanny Dargent et le CRPMS pour cette soirée. Également, je souhaite exprimer ma gratitude au professeur Marjorie Roch et au professeur Vincent Estelon. Enfin, dire à ce public d'horizons divers, mesdames, messieurs, chers collègues et amis, étudiants et étudiantes, aux proches et aux membres de ma famille présents, votre présence m'honore. Merci. Alors, il devait y avoir une retranscription vidéo de la soirée en direct et pour qu'elle soit disponible après coup, y compris avec les discussions. Mais il semblerait que l'amphithéâtre ne le permette pas aujourd'hui. On va faire avec cette perte. Je suis désolé pour ceux qui comptaient sur le différé pour assister à cet événement. Et je remercie l'appariteur pour sa trouvaille permettant à minima d'en conserver une partie. Pour introduire cette présentation, je vais faire comme à mon habitude dès que je dois parler, c'est-à-dire partir de la clinique, partir d'une parole entendue dans cet espace toujours si vivant qu'est la cure. C'est le cas de Tom, 17 ans, que je reçois depuis qu'il a 13 ans, jusqu'à 3 matins par semaine, tôt, afin qu'il ne commence pas sa journée par un verre d'alcool en guise de petit déjeuner. Un matin, il me dit ceci. « Ça me saoule ces rendez-vous à 7 heures. Mais bon, c'est plus productif que de me mettre des bâtons dans les roues. Avant, je commençais par le vin ou la vodka, ça ruinait ma santé et ma tête. Ensuite, je dormais plus pendant des années pour me faire chier autrement et pour être stone. Je sais que si j'abandonne mes séances, c'est pour tout casser encore et pas parce que j'ai plus besoin. Mais vous me comprenez et vous me connaissez, quand je m'en veux d'un truc, j'ai envie de tout balancer. » En quoi cette parole est-elle signifiante pour ce qui va nous occuper ce soir ? Eh bien, si on parlait, là, de ce cas, vous me questionneriez certainement sur les premiers liens qui ont clignoté dans votre pensée, vous partageriez vos premières associations, on se mènerait sans doute à parler de la comorbidité du syndrome alcoolique de Tom, qui a été sévère et qui est toujours en tension chez lui malgré le sevrage. Alcoolisme juvénile donc, sevrage qui laisse émerger un épisode insomniaque pendant 2 ans et demi, puis la psychothérapie qui fait tenir l'ensemble autrement, le temps que cette destructivité qu'il évoque se dénoue. CQFD, on pourrait se dire qu'on a la psychodynamique et que c'est facile, comme je viens de le faire en quelques mots, de restituer la logique de cette cure et ses enjeux. Adolescence souffrante, destructivité et comportement extrême, insomnie comme conséquence fâcheuse du syndrome de sevrage, et si je vous parlais un peu de son histoire et du contexte familial, on pourrait également rapidement avoir le sentiment de saisir pourquoi chez lui le passage adolescentaire n'a pu se faire sans ces expressions symptomatologiques-là, et ce que ça lui a apporté comme voie de dégagement, de subjectivation, etc. En fait, c'est là, à cet endroit, qu'on pourrait trouver caricatural ou ironique dans la manière que j'ai de l'imaginer, qu'est née mon accroche avec cet objet d'étude qu'est l'insomnie. En rencontrant les fantasmes, les idées reçues, les limites et les écueils qui entourent ce sujet. Les premiers que je veux aborder avec vous, vous l'avez senti, sont les écueils qui touchent les psychologues cliniciens, les psychanalystes et les spécialistes en psychopathologie. J'ai été en difficulté pendant des années pour faire entendre que la chose était plus compliquée que cela. Et d'ailleurs, si vous êtes attentif, vous verrez qu'on ne peut pas parler d'insomnie sans que l'autre ne couvre, sans délai, parfois même avant d'avoir rencontré la personne insomniaque ou écouté l'ensemble de la situation clinique que vous évoquez, la question d'une hypothèse explicative toute faite, logique. Alors il y a en général 4 positions dominantes. Il y a celles et ceux qui vont vous parler de la réorganisation contemporaine des rythmies individuelles et groupales. Ici, l'insomnie sera une conséquence de la colonisation des nuits par l'humain avec l'essor technologique. L'insomniaque n'y est pour rien, il est victime du progrès.
Il y a celles et ceux qui vont vous parler de l'ère du numérique. Ici, l'insomnie sera une conséquence du rapport pathologique entre les jeunes et cet auxiliaire phallique narcissique qu'est l'écran dans sa fonction moïque sociale. L'insomniaque n'y est pour rien, il est victime d'un objet addictif et de plus en plus d'un objet traumatique en considérant les images qui y circulent. Il y a celles et ceux qui vont vous parler de l'insomnie comme symptôme d'une psychopathologie plus large. Ici, l'insomnie sera un signe normal et attendu de dépression ou de troubles anxieux par exemple, relégué au second plan d'une affection plus large. Pas besoin d'examiner davantage, en traitant ce niveau supra, l'insomnie disparaîtra. L'insomniaque n'y est pour rien, il est adolescent, un adolescent ça souffre, ça dort mal et ça c'est normal, ça va passer. Il y a celles et ceux, c'est surtout le cas dans les conversations psychanalytiques, qui vont automatiquement se focaliser sur le rêve. Un espèce de zoom automatique, comme si cette voie royale était la seule formation de l'inconscient digne d'intérêt dans l'espace de la nuit et du sommeil. Dans ce cas, si une dialectique est quand même possible et présente, il n'en reste pas moins qu'elle est souvent réduite à son plus simple appareil. Discuter longuement d'un éventail de possibles ou d'impossibles entre l'absence et la présence de rêves. Ici, l'insomniaque est un dormeur qui a perdu la capacité de rêver, et c'est tout. Ce que je suis en train de dire, c'est que l'insomnie s'habille d'une apparente simplicité dans son sens comme dans son organisation, et qu'il n'y a pas plus grand danger pour la clinique que les évidences et les certitudes. Le clinicien sait, croit savoir, et se supposer savoir empêche la rencontre, la découverte d'une parole vraie, subjective, provenant directement des concernés et permettant de nouvelles compréhensions. Ces 4 positions que je viens de rappeler sont certainement justes, parfois, mais ne sont pas des vérités absolues. Le risque, finalement, de se laisser prendre dans ces écueils, dans ces généralités, c'est de ne pas demander aux insomniaques ce qu'ils en pensent. Pas besoin, on sait. Et d'alimenter un discours victimaire. L'insomnie, en tant qu'objet d'étude, souffre donc aussi, il faut le savoir, des essoufflements et des impasses posés par la recherche contemporaine qui se repose de plus en plus et presque exclusivement sur le paradigme d'une science qui se voudrait apodictique, c'est-à-dire une démarche fondée sur des preuves directes, observables, mesurables, de surcroît avec les avancées en techniques exploratoires et diagnostiques. Alors surtout depuis les années 50, avec les enregistrements polysomnographiques, et l'amélioration progressive de l'imagerie cérébrale qui a donné lieu à la découverte du sommeil paradoxal, la littérature scientifique a été inondée puis saturée en données chiffrées, donnant l'illusion que la médecine, l'hypnologie et la neurologie avaient tout expliqué. En face, la psychopathologie et la psychanalyse n'ont pas fait le poids. Dans une temporalité autre, et aussi c'est mon interprétation, en résistant parfois à voir les au-delà possibles du rêve. Alors comme dans la plupart des mythologies dramatiques gréco-romaines, c'est toujours dans les conséquences, une fois face au mur, que les communautés, d'autant plus scientifiques, s'accordent. On peut alors entendre un consensus depuis 2017-2018, non pas sur les compréhensions des complexes insomniaques, mais à propos des conséquences du mésusage d'un EBM radical ou excluant, à propos de l'état des connaissances et à propos de la situation purement clinique. Cela fait suite à la mise en évidence des conséquences de l'insomnie au plan de la santé. Dormir est un besoin fondamental, il ne faut pas l'oublier, ça change tout. Et donc les retombées à moyen et à long terme du manque de sommeil sur l'organisme dans son ensemble sont maintenant connues. Chers amis, peut-être qu'on en parlera, mais il n'existe pas
de dette de sommeil. Ça, c'est un fantasme. Si vous dormez mal, ou peu en semaine, ne pensez pas qu'en dormant 12 heures les 2 nuits qui composent votre week-end, vous allez contrebalancer, rattraper l'usure que vous faites vivre à votre corps et aussi à votre vie psychique finalement le reste du temps. Aussi, tout le monde s'accorde pour dire qu'il y a un échec des thérapeutiques non pharmacologiques. Voilà, un échec des thérapeutiques non pharmacologiques pour prendre en charge l'insomnie, et que le problème des prises en charge médicamenteuses, c'est qu'elles nécessitent un long traitement ne garantissant pas une résolution du problème. La France et l'Europe sont dans les meilleurs, sont dans les premiers rangs des plus grands consommateurs d'hypnotiques au monde. De ce constat, sur la base des données épidémiologiques fortes, au niveau de la réduction du temps de sommeil et de la quantité des personnes qui expriment en souffrir directement ou indirectement, les troubles du sommeil sont depuis 2018 un enjeu de santé publique. C'est-à-dire que pour qu'une réalité devienne enjeu de santé publique, il faut qu'il y ait reconnaissance d'un échec, y compris de la thérapeutique jusque-là conseillée, les TCC par rapport à ce qui nous occupe. Donc reconnaissance d'un échec, reconnaissance d'une urgence à trouver de nouvelles idées et reconnaissance d'une situation clinique préoccupante en population générale. Depuis une quinzaine d'années, la plupart des études, y compris les plus neuro, les plus médicales, quantitatives pour parler plus largement, concluait en appelant des recherches qualitatives et pluridisciplinaires pour aider à comprendre tantôt les échecs, tantôt les données inexpliquées. Quelle belle opportunité! Et il faut le souligner car c'est encore trop rare, la présence d'un appel à l'aide adressé aux cliniciens et aux psychanalystes, y compris dans les rapports de la HAS. Alors, en lisant ce livre, qui est un compte-rendu de 8-9 ans de travail, vous verrez que ça ne s'est pas fait sans résistance, comme à chaque fois finalement qu'on essaye de répondre à la demande. C'est important d'avoir cela en tête pour comprendre quelle a été ma méthodologie, ma stratégie d'approche. Parce que j'ai d'abord continuellement buté sur les 4 discours que je vous présentais tout à l'heure, 4 explications qui visiblement ne règlent pas grand-chose. Et quand ce n'était pas ces résistances, j'étais face aux plus grands spécialistes du sommeil en France qui ne me laissaient pas participer au débat, résistant à l'approche qualitative dans laquelle on n'entendait pas de données chiffrées. Je ne peux pas vous donner une trop grande liste de noms, mais je pense aux collègues que j'ai croisés à France Insomnie ou encore à la Société française de recherche en médecine du sommeil. Bref, je passais pour un farfelu avec mes hypothèses psychanalytiques ou en psychopathologie dans des lieux désinvestis par les cliniciens. Alors certains ici ce soir ont été témoins de cela, donc je ne peux pas m'empêcher de vous partager l'expérience qui a été la mienne à l'occasion de la première conférence que j'ai donnée sur le sujet. J'étais à l'époque en tout début de thèse. Et c'est d'ailleurs de là que vient le mot farfelu. Il y a eu un éclat de rire généralisé lorsque j'ai avancé. Les gars, je crois qu'on s'est trompés tous. L'insomnie n'est pas un trouble au sens strict, en tout cas comme il est utilisé ici. C'est un complexe, une organisation subjective aussi, parfois. Et si on persiste à vouloir le penser comme un trouble, alors c'est au moins un trouble de l'éveil. Éclat de rire, donc, alors même que cette proposition me venait, entre autres, de Michel Jouvet, qui est loin d'être un rigolo dans ce champ de la recherche. En soutenant combien cela pouvait être parfois nécessaire, j'ai souvent débattu avec des collègues, avec Florian Houssier par exemple, sur l'importance de légitimer l'approche qualitative psychopathologique et psychanalytique.
légitimée non pas pour défendre une valeur épistémologique, mais pour démontrer ou redémontrer à ceux qui auraient oublié dans certains champs de recherche bien spécifiques quelle place elle peut prendre. C'est pourquoi, fatigué, je dois vous le dire, face à ces résistances, et pour ne pas risquer de faire de la recherche que je ne pourrais discuter qu'avec des collègues, en me reposant un peu sur mon masochisme aussi, j'ai donc décidé de jouer le jeu. Jouer le jeu en faisant des statistiques descriptives et inférentielles. Alors les statistiques inférentielles, ce sont ces statistiques qui étudient les liens d'influence entre différentes variables, pour faire court. Alors pour ça, je me suis entouré de statisticiens parce que ces mesures devaient être au niveau de celles produites par ceux qui font ça depuis toujours. Et nous avons mené une grande enquête de terrain auprès de 1300 adolescents, échantillons représentatifs et tout, en nous déplaçant physiquement, notamment dans des établissements scolaires pour recueillir du matériel. Alors une fois comparé aux autres données de la littérature classique et contemporaine, et pensé à partir d'un regard critique, psychanalytique, psychopathologique, ces mesures étaient passionnantes. Elles mettaient en évidence les manques, les limites, les choses qui ne collent pas. Entre autres, il a par exemple été possible de montrer que chez l'adolescent, il n'y a pas de lien linéaire, direct, simpliste, entre le diagnostic d'insomnie et le temps de sommeil effectif. Que les adolescents ne se plaignent pas d'être insomniaques ou d'avoir des insomnies. Que s'ils se plaignent, c'est des conséquences, si bien qu'ils semblent chercher une organisation où l'insomnie est conservée, toute précieuse qu'elle est, mais où ils seraient libérés des conséquences de cette insomnie, comme la fatigue diurne, l'échec scolaire, les difficultés relationnelles, etc. C'est avec ces données chiffrées qui leur faisaient énigme que j'ai pu être entendu, voire soutenu, des données qui supposaient l'influence de facteurs subjectifs comme responsables de la genèse, du maintien et de la chronicisation du complexe insomniaque. J'ai pu argumenter la nécessité d'approcher de manière plus qualitative ces réalités pour faire des hypothèses cliniques explicatives et éveiller donc la curiosité de mes interlocuteurs. C'est là que mes recherches en psychopathologie, en psychanalyse débutèrent vraiment. Dans ce livre, donc, je rapporte avec précision la parole d'une dizaine d'adolescents et d'adolescentes, parole qui fait paradoxe par rapport aux 4 discours présentés en début de présentation. Ces paroles, elles font paradoxe justement parce que j'ai souhaité rencontrer des jeunes pour qui ces évidences ne collaient pas, organisés dans et avec une insomnie sévère et chronique, explicable ni par une addiction, aux écrans par exemple, ni par une psychopathologie plus large. Des cas extrêmes, énigmatiques, mais normaux. D'ailleurs, si nous avions à discuter du cas de Tom, présenté en début de propos, nous pourrions déjà ouvrir autrement l'analyse, simplement en entendant qu'il se positionne spontanément comme agent de l'insomnie qui le caractérise. Il prend la responsabilité de ce qui lui arrive. Me mettre des bâtons dans les roues par l'alcoolisme et l'insomnie. Je ne dormais plus pour me faire chier autrement et pour être stone. Si j'abandonne mes séances, c'est pour tout casser encore. Blablabla. Vous me connaissez quand je m'en veux d'un truc, etc., etc. J'ai rappelé son propos pour vous le remémorer. Quand je parle de responsabilité, c'est ce qui s'entend dans son interprétation. Les manifestations insomniaques et alcooliques occupaient chez lui une fonction bien précise, s'attaquer lui-même, sa santé
et son quotidien, se mettre en difficulté, répondre à un besoin d'autodestruction, besoin conséquent à une culpabilité. Il va même plus loin, car on entend que l'insomnie est venue compenser ce que le sevrage alcoolique lui avait enlevé. Un moyen d'être stone. La même visée d'ailleurs que dans le cas de Guillain, présenté dans le livre. C'est-à-dire d'apaiser un frottement avec le réel familial, social et scolaire qui serait sinon trop douloureux. Un moyen d'être stone tout en maintenant une attaque de soi. Voilà le cœur de mon questionnement. À quoi ça sert ? Au niveau de sa place dans l'économie psychique et dans le développement existentiel de l'adolescent, on peut effectivement proposer une conceptualisation en creux en parlant de troubles, de désorganisation, d'inhibition et de résistance, comme c'est le cas dans la majorité des travaux classiques et contemporains, en se centrant sur ce qui n'advient pas là où on considère que quelque chose doit advenir. Cependant, on peut aussi proposer de manière complémentaire une conceptualisation structurante et positive de l'insomnie qui deviendrait un levier permettant de soutenir, voire de favoriser certains processus psychiques centraux du moment adolescentaire, des liaisons, reliaisons, quêtes identitaires et subjectives, etc. Comment penser l'éveil qui est là, lui, lorsque le sommeil se dérobe ? Alors oui, dans la lignée des travaux qui présentent l'insomnie comme un comportement, il semblerait qu'elle ait une fonction. Et ça, c'est important parce que ça change la perspective. L'enjeu serait de construire d'autres stratégies d'expression, organisationnelles et ou défensives, quand cela est nécessaire, plutôt que de supprimer ou de guérir. En continuant à examiner les organisations insomniaques subjectives au cas par cas, on en trouverait certainement d'autres, mais pour l'instant, à partir des cas présentés dans le livre, 11 fonctions utiles à l'organisation insomniaque ont été mises en évidence. Je vais rapidement vous les présenter. Éprouver son corps et ses limites. D'abord, avec par exemple le besoin d'une fatigue permettant de se ressentir soi-même, de se sentir vivre, de sentir l'impact des événements sur soi plus intensément. Chez certains, cela ressemble à une quête sensitive ayant pour but de s'approprier le corps pubère avec l'insomnie comme levier pour l'intégration des limites de soi. Moduler les excitations sexuelles et agressives bornées et ou liquidées grâce à l'insomnie. Il s'agit là d'utiliser l'insomnie pour cacher, atténuer le monde affectif ou pulsionnel, pour d'autres de tout rabattre sur le potentiel érogène, principalement masochique, de l'insomnie et de ses conséquences diurnes. C'est-à-dire le plaisir pris dans la souffrance qui est celle d'avoir à supporter les conséquences de l'insomnie en journée principalement. Apporter un statut et un soutien narcissique, alors avec la toute-puissance des pensées associées, je pense par exemple à ces adolescents qui disent ou qui pensent moi, voilà, j'ai pas besoin de dormir finalement, comparé aux autres. Et puis il était manifeste de constater comment le fait de supporter la douleur et surtout de montrer aux autres qu'on peut supporter les conséquences de l'insomnie pouvait entrer dans le processus de construction identitaire. Outiller les ados d'une compétence pour convoquer ou pour distancier l'autre au besoin. Dans ce cas-là, l'insomnie légitimait les demandes ou les rejets de toute forme, chez certains pour excuser, justifier l'agressivité dans la relation à l'autre, sous couvert de fatigue ou d'irritabilité, chez d'autres comme force convocatrice avec des demandes d'étayage justifiées par l'insomnie ou comme vecteur, facilitateur de sociabilisation.
Et puis, il y avait le cas spécifique des cas où l'insomnie avait pour mission de convoquer les parents ou la fratrie parfois dans des conflits nécessaires aux besoins d'autonomisation et de subjectivation, en ouvrant des espaces permettant de se positionner, de se repositionner, de travailler en tout cas les liens. Éviter ou atténuer la confrontation avec le réel. Ici, plus ou moins manifestement, les adolescents expliquaient comment l'insomnie pouvait avoir un pouvoir anesthésiant en créant un écran, une fonction écran avec le monde, pour être dans cette espèce d'état cotonneux typique du manque de sommeil. Soulager un sentiment de culpabilité et s'auto-punir. Car ce qui était central dans les propos de ces adolescents et adolescentes, c'était la culpabilité, partout, qui réclamait un soulagement via l'auto-punition éprouvée dans les conséquences plutôt de l'insomnie, se rendre la vie plus compliquée qu'elle ne l'est, saboter, se priver, etc. Éviter l'activité onirique et ses images, car le rapport au rêve était présenté comme phobique à cause de l'extrême sensibilité à sa symbolique, à cause de la potentialité traumatique des images et des vécus pulsionnels désinhibés des songes, et parce que toutes et tous souffraient de pénétration par le fantasme, c'est-à-dire ils étaient envahis de certaines images de leurs rêves en journée ou quand ils étaient en présence d'autres réels, d'amis, de professeurs avec qui ils avaient eu une expérience spécifique dans leurs rêves, ou de confusion insupportable entre le rêve et la réalité au moment de l'éveil ou de l'endormissement. Voilà, ces interfaces où on n'est ni endormi ni réveillé. Enfin, pour les 3 dernières fonctions possibles du rêve de l'insomnie, celle-ci avait parfois pour but de supporter un sentiment de discontinuité d'existence et de lutter contre des angoisses de mort, d'assouplir certains aménagements défensifs et de jouer ou se positionner sur et dans la dynamique activité-passivité qui sous-tend toute vie psychique. Au-delà d'une insomnie pouvant se comprendre tantôt comme un procédé autocalmant, je fais référence là aux théorisations de la psychosomatique française, tantôt comme une réponse aux besoins traumatophiliques qui est assez bien fait, en référence à Jean Guillaumin, je crois que c'est en 1985, l'analyse de la plupart des cas a révélé l'existence d'une dynamique et d'un nouage entre des expressions pulsionnelles vives, associé à de la culpabilité tout aussi vive et un besoin de punition pouvant justifier la présence d'une organisation insomniaque à la limite entre le psychique et le corporel. Enfin, il semblerait, pour relever plus spécifiquement certains points génétiques de ce processus, qu'il soit également sous-tendu par un fantasme de liaison mort-sommeil et par, c'est-à-dire mort équivaut à sommeil, et par une angoisse vis-à-vis de la passivité pouvant pousser ces jeunes à contravestir du côté de l'activité. C'est pour cela, et bon, je terminerai avec cette réponse à la question d'Élise Ricada, oui, il s'agit de surinvestir l'éveil pour mener le travail de subjectivation, d'indépendantisation et d'appropriation du corps pubère. Je trouve au contraire que ce n'est pas contre-intuitif. Certes, on pourrait se dire finalement, pourquoi ne dorment-ils pas plus pour oublier ou pour éviter ? D'abord, certains et certaines ont eu une période d'hypersomnie en préadolescence, j'en parle à la fin du livre. Je crois que ça n'a pas fonctionné autant, justement parce qu'ils se retrouvaient au devant de quelque chose qui était à fuir autant, voire plus encore que le pubertaire.
Dormir suppose de régresser, de se laisser aller à la passivité, d'avoir intériorisé un sentiment de sécurité suffisant et une capacité à être seul avec soi-même. C'est pourquoi ils attendent, en général, finalement de dormir d'épuisement, ce sommeil, lourd et sans rêve, qui vous prend tout entier sans que vous puissiez le voir venir, qui vous fait sauter les étapes si progressives de l'endormissement et réduit les chances d'éveil nocturne. Et je vous remercie.